Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Dans ce nouveau cours de sécurité des systèmes d'information, dans cette continuité deuxième et peut-être dernière partie de chapitre analyse des risques, en fait, dans l'analyse des risques, il y a plusieurs méthodes. Comme on a vu dans la vidéo précédente, qu'il y a plusieurs méthodes d'analyse des risques, mais il y a une méthode qui est beaucoup plus connue, qui est beaucoup bien plus ou moins utilisée, plus fréquent que les autres méthodes. Elle s'appelle la méthode EBIOS. Donc, pour parler de la méthode EBIOS, il faut bien passer par certains points, il faut bien clarifier certains points, que l'intégration de la sécurité ou bien l'utilisation de la sécurité informatique en général doit être faite dans toutes les étapes d'élaboration d'un système d'information. En commençant par la spécification des besoins, même durant la conception, même durant la réalisation et l'utilisation, et même parfois s'il s'agit d'un système d'information qui est plus ou moins temporel, il faut même penser à la sécurité dans la fin, ou bien à la fin, ou bien après la fin du projet lui-même. Bien sûr, je parle de la fin du projet ou bien de la fin d'un système d'information parce qu'on connaît tous qu'une organisation ou bien une entreprise en général est composée d'un ensemble de systèmes d'information ou bien d'un ensemble de projets. Donc chaque projet ou bien chaque système possède un rôle ou bien joue un rôle important dans l'organisation. Ce système ou bien son rôle, son impact et sa position se diffèrent d'une organisation à une autre. On peut prendre un exemple ici, par exemple en Algérie, pour parler de la nouvelle start-up qui a été lancée dernièrement, la start-up Etabib, pour les consultations médicales à distance. C'est une organisation dont le système d'information composé du site web joue un rôle important. Il a un impact stratégique. En fait, la perte du site web signifie la perte de toute l'organisation. Par contre, si on voit un cabinet médical traditionnel, qu'on connaît tous partout dans notre territoire national, même dans le monde, c'est que la perte de son site web peut être remplacée tout simplement par un appel téléphonique pour la prise des rendez-vous ou bien une visite directe chez le médecin sans passer par les technologies d'information. Donc chaque système d'information joue un rôle important, possède une position dans le système et offre un impact stratégique dans l'organisation elle-même. En parlant de l'intégration de la sécurité dans les différentes étapes de l'élaboration du système d'information, en commençant par la spécification du besoin, dont on doit analyser les enjeux stratégiques du système en termes de sécurité, c'est-à-dire quel est le poids stratégique du système d'information dans l'organisation, quel est l'impact de la perte de sécurité du système d'information par rapport à l'organisation ou bien l'organisme, et quelle est la perte maximale autorisée. C'est-à-dire, si une donnée dans le système a été divulguée quelque part, quel est l'impact qu'on peut avoir sur le système, sur l'organisation et sur le système lui-même. Aussi, au niveau des spécifications de besoins, on doit analyser le contexte du système dans l'organisation, quel est l'environnement, quelles sont les menaces possibles que le système peut avoir, quelles sont les ressources de l'organisation que le système d'information doit utiliser afin d'être élaboré. Donc, si on a un site web, on parle des serveurs. Si on a des comptes, on parle de la base de données. Si on a je ne sais pas, si on a des applications mobiles, on doit parler beaucoup plus sur les applications mobiles, sur les téléphones utilisés par
les différentes entités, etc. Donc, à partir de l'analyse des enjeux et l'analyse du contexte, on peut définir quels sont les besoins et les objectifs de sécurité qu'on doit assurer dans notre système. Ces besoins-là peuvent être déclinés, peuvent être améliorés, peuvent être exprimés en termes de mesures non techniques et mesures techniques. C'est ce qu'on va voir après dans l'exemple. Donc, au niveau de spécification de besoins, c'est juste l'étude, ce qu'on appelle, ou bien ce qu'on va parler après, une analyse des risques en amont, superficielle sur la sécurité du système. Après cette étude-là, durant la partie de conception, on peut choisir quelles sont les fonctions et les mécanismes de sécurité nécessaires qu'on doit baser sur. On parle des fonctions et mécanismes et non pas des outils, et non pas des algorithmes précis. On parle des fonctions, par exemple, de la cryptographie. On parle en général, on va utiliser la cryptographie. En général, on va utiliser les pare-feux, etc. On doit consolider aussi un document qui est appelé politique de sécurité. C'est le résultat en fait de l'analyse de risque. C'est un document qui doit obligatoirement exister dans l'entreprise qui décrit toutes les règles de sécurité que la sécurité du système d'information lui-même ou bien de toute l'organisation est basée sur. Ainsi qu'il y a d'autres plans, d'autres types de plans, plusieurs plans en fait qui sont utilisés, qui sont définis dans cette étape, qui permettent de mieux gérer la sécurité du système lors de son utilisation, même à la fin de l'utilisation. Il y a différents plans comme le plan de continuité d'activité, le plan de reprise d'activité. Plan de continuité d'activité, quels sont les critères possibles, quelles sont les règles à respecter, quels sont les critères à suivre pour, ou bien durant les activités normales et quelles sont les activités anormales ou bien suspectes. Plan de reprise d'activité, par exemple, lorsqu'un employeur sort en congé et repris, quelles sont les règles à respecter. Quelles sont les règles de sécurité à respecter durant son congé et après la rentrée. Et plan de reprise après sinistre, c'est en cas d'incident, en cas d'une perte de l'un des objectifs, bien d'un compromis de la sécurité, quelles sont les règles à suivre. Il y a d'autres aussi rapports qui doit être, ou bien plan qui doit être mis en évidence, mis en œuvre dans cette étape-là. Au niveau de réalisation, au niveau de l'exploitation, de l'utilisation et de développement du système d'information, il faut développer et intégrer les mécanismes de sécurité qui sont choisis dans la conception. Si on a choisi la cryptographie, est-ce qu'on va utiliser OpenSSL ou bien les bibliothèques du langage de programmation si on développe une application, etc. Et il faut effectuer une analyse de vulnérabilité résiduelle et périodique aussi. Il faut à chaque fois faire une analyse, il faut à chaque fois suivre. Je vais vous montrer après comment faire ça. Une méthode très simple. Donc, effectuer une analyse de vulnérabilité des techniques et des mécanismes et des bibliothèques utilisées dans notre système pour mettre à jour la sécurité du système. Au niveau de l'utilisation, il faut aussi toujours analyser et valider la sécurité du système. C'est-à-dire, dans la conception, on a décidé sur les fonctions et mécanismes utilisés. Maintenant, on ne doit pas s'arrêter ici. On ne doit pas dire, voilà, notre système il est sécurisé selon notre cas et tout est bien. Donc, analyser et valider la sécurité du système pour des éventuelles mises à jour et sauvegarder les états d'échéance pour assurer une bonne analyse au futur et aussi assurer la formation des entités humaines qui doivent utiliser ce système-là. En fait, pour résumer tout ce qu'on a dit,
Voici un schéma, un exemple d'intégration de la sécurité dans toutes les étapes de l'élaboration du système d'information, en commençant par l'analyse des besoins, l'étude du besoin, par une analyse des risques en amont, une consultation des équipes de sécurité sur les solutions peut-être qui existent déjà dans l'organisation qui peuvent être utilisées, parce que on parle toujours, comme j'ai parlé dans l'introduction, on parle toujours que le défi général de la sécurité, c'est son budget. C'est son budget financier et budget en termes techniques, en termes de coût d'utilisation. Donc, il faut faire une consultation, il faut minimiser le maximum des besoins dans l'entreprise, pour l'organisation, pardon. Dans l'étape de conception, par exemple, analyser une analyse de risque plus ou moins détaillée, une proposition des mesures de sécurité, une identification des risques résiduels qui existent, expression des besoins, etc. Dans l'implémentation, maintenant, on a dit que dans la conception, pardon, on choisit les fonctions et les mécanismes en général. Dans l'étape d'implémentation ou bien de la réalisation, on doit choisir pour chacune des fonctions, chacun des mécanismes, quel est l'outil ou bien quelle est la technique à utiliser. Si on dit la cryptographie, ok, dans la conception, on a dit qu'on va utiliser la cryptographie pour chiffrer les mots de passe. Maintenant, quel type de cryptographie? Est-ce que symétrique ou asymétrique? Et pour chacun des types, quel est l'algorithme le plus approprié par rapport à la complexité temporelle et spatiale de l'algorithme et par rapport à son utilisation et son niveau de sécurité. Ici, il y a, comme vous voyez ici, le top 10 OWASP. OWASP, en fait, je vais vous montrer c'est quoi OWASP. C'est une organisation, en fait. OWASP, top 10 Security Tools 2020. Donc, bon, ils ont donné le rapport de vulnérabilité, ils n'ont pas encore classé les outils, mais on peut trouver par exemple pour, je pense, 2019, Web Application Security Risk, voilà. Security Project, c'est OWASP, elle fait des rapports périodiques, parfois chaque mois, parfois chaque année, etc. Donc, on peut avoir le PDF, le rapport PDF, donc qui contient tous les API et les vulnérabilités, le top 10 des vulnérabilités, voilà, top 10. Donc, API 1 2019 Broken Object, etc. Tout le top 10 des outils, des meilleurs outils de sécurité utilisés. Donc, on peut baser sur ça pour, par exemple, choisir quel est l'outil de sécurité qu'on peut utiliser ou bien quel est l'algorithme de sécurité qu'on peut utiliser. Durant l'exploitation, après le développement du SI et durant son utilisation, on doit toujours maintenir en condition la sécurité. On doit par exemple sauvegarder les fichiers log des actions pour assurer la non-répudiation, pour assurer la traçabilité des actions suspectes, beaucoup plus suspectes, la supervision, l'audit de sécurité périodique, etc. Puis à la fin, si on parle par exemple des systèmes d'information ou bien des projets qui sont plus ou moins temporels. Donc on doit parler à la fin du projet. Qu'est-ce qu'on peut faire du résultat du projet? Est-ce qu'on doit effectuer un archivage des informations, un effacement sécurisé des informations? Est-ce qu'on doit utiliser ces informations dans un autre projet ou bien le lancement d'un autre projet qui doit être basé carrément sur ce projet-là? Donc, il doit être basé sur non seulement les résultats en termes d'information, mais même la sécurité des projets actuels. Donc, en conclusion, on parle de l'intégration de sécurité ou bien on parle de la sécurité dans toutes les étapes d'un système d'information. On parle d'une entreprise ou bien d'un start-up qui peut être composé d'un ou deux systèmes d'information qui s'est déclaré faillite. Donc, il faut
bien voir, il faut bien utiliser ces informations. Donc, c'est l'erreur en fait de la plupart des projets qui pensent à intégrer la sécurité à la fin du développement, généralement entre l'étape implémentation et l'étape exploitation. Et ce qu'il faut, parce que penser à la sécurité juste dans cette étape-là peut, ou bien forcément, il conduit à des erreurs de sécurité, à des erreurs graves qui peuvent conduire aussi à leur tour à des dégâts majeurs en termes de sécurité. Donc, en parlant de la méthode EBIOS, que l'une des méthodes les plus utilisées dans le monde, c'est une méthode française qui a été publiée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Donc, une méthode d'analyse des risques qui peut être appliquée sur un système à concevoir ou bien un système existant. On peut appliquer EBIOS sur un système qui existe déjà ou bien sur un système qui est en cours de l'étape conception. Généralement, EBIOS elle est utilisée dans l'étape conception, dans cette étape-là, analyse des risques. Elle sert à déterminer les actions de sécurité à prendre, c'est-à-dire on n'utilise pas EBIOS pour sécuriser un système, mais beaucoup plus pour bien formaliser, pour bien gérer la décision, qu'est-ce qu'on va et comment on va sécuriser un tel système. La démarche générale de la méthode EBIOS, elle est très simple en fait. Elle est composée de 5 étapes différentes. Premièrement, par l'étude de contexte, qu'on peut même l'appliquer dans l'étape étude de besoin du système d'information, ou bien dans l'étape de conception ou n'importe quelle étape. Étude des menaces possibles et expression des besoins de sécurité, ce sont 2 étapes qui sont en parallèle. Puis, le résultat des 3 étapes aussi est exploité dans l'étape identification des objectifs de sécurité pour qu'à la fin, on peut définir quelles sont les exigences, quelles sont les règles de sécurité à appliquer. En détaillant ces étapes, en commençant par l'étude de contexte qui sert à définir quelles sont les composantes du système d'information et quelles sont les ressources de l'organisation que notre système d'information l'utilise. Si on parle, par exemple, dans les cas des mémoires de fin d'études des étudiants, si on parle d'un site web, donc on parle en général de l'Internet, on parle en général de la base de données, en parlant de l'utilisateur qui va utiliser le site web, est-ce que le client de l'entreprise va utiliser le site web ou bien tout simplement les différents employeurs de l'organisation. Est-ce que une partie bien définie des employeurs ou bien n'importe quel employeur? Est-ce que c'est des employeurs administrateurs ou bien des employeurs simples ou bien même des collaborateurs de l'entreprise qui sont des parties des fournisseurs, des parties tierces qui travaillent avec l'entreprise, avec l'organisation ou bien qui collaborent dans le système d'information. Donc, ces ressources-là sont généralement distinguées ou bien classées en 6 types de ressources. Il y a des ressources matérielles, c'est des serveurs, des imprimantes, est-ce que des imprimantes réseau ou non, est-ce qu'il y a des routeurs, des modems, des ordinateurs, est-ce que c'est des téléphones portables, c'est des smartphones ou non, des tablettes, etc. Donc, deuxième type, c'est le personnel. Est-ce que c'est un personnel interne? Est-ce qu'il y a une partie du personnel interne? Est-ce que c'est seulement les administrateurs, seulement les ingénieurs informatiques, tout le staff de l'organisation, etc. Est-ce que le comptable, par exemple? Est-ce que le client externe? Est-ce que les fournisseurs? Le réseau aussi. Est-ce que c'est une application locale qui s'exécute juste sur le réseau local? Ou bien réseau Wi-Fi, est-ce qu'elle utilise Internet ou non? Donc, si une application qui utilise, par exemple, qui est locale, donc elle doit utiliser le réseau local, il faut bien penser de la protéger contre les accès externes. Donc, chacun des types de ressources, chacune des ressources
exige une certaine technique ou bien certaines techniques en pluriel pour assurer la sécurité. Le logiciel comme l'Office, le mailing, les systèmes de gestion de bases de données, etc. Le site même, est-ce que notre système se base seulement dans l'administration générale? Est-ce que toute l'organisation, par exemple, elle est fondée sur un seul endroit, comme si on prend par exemple un institut privé qui se situe dans un seul endroit, ou bien comme l'une des universités, qu'on sait par exemple l'université d'Alger 1 qui est divisée dans plusieurs sites à travers la ville d'Alger, ou bien même par exemple l'entreprise Sonatrach qui a des filiales, qui a des différentes administrations régionales, etc. Donc même la structure de l'organisation, ou bien la partie de l'organisation qu'on va monter notre système d'information, ou bien qui va utiliser le système d'information. Et finalement, il y a l'organisation. Est-ce que c'est l'organisation elle-même, l'entreprise elle-même, ou bien les collaborateurs, les clients? Est-ce qu'il y a des parties tierces gouvernementales, par exemple? Est-ce que donc c'est différentes critères ou bien différentes ressources qui vont utiliser notre système? Parfois même dans certaines documentations, vous trouvez un agrégat de plusieurs, ou bien une ressource qui est composée de plusieurs types, qui est appelée généralement une ressource système. Donc, dans l'étude de contexte toujours, donc c'est une étape, peut-être on peut dire que c'est l'étape la plus importante et la plus longue, qui demande la participation de plusieurs acteurs, parce que c'est grâce à cette étape, la bonne étude du contexte conduit à la bonne règle de sécurité à appliquer. Le résultat final de l'étude de contexte, c'est un document qui est appelé note de cadrage qui exprime qui sont les acteurs qui vont participer ou bien qui ont participé dans l'analyse de risque, quelles sont les informations utilisées, quelles sont les ressources utilisées, quelles sont les composantes du système d'information qu'on peut baser sur. Les composantes sont les mêmes généralement composantes que les étudiants font ou bien que les concepteurs développent comme diagramme de cas d'utilisation, diagramme de classe, etc. Donc, ils permettent la délimitation du périmètre, quel est le périmètre à utiliser, ainsi que les objectifs ciblés. C'est-à-dire juste une citation des objectifs ciblés. Est-ce qu'on voulait protéger la confidentialité des données, ou bien la disponibilité, ou bien l'intégrité? Est-ce qu'on vise la non-répudiation, etc. Dans la deuxième étape, l'expression des besoins de sécurité, c'est une étape généralement de prise de décision qui est basée sur l'étude de contexte. Donc, selon les objectifs de sécurité visés, les composantes et les ressources utilisées, on peut, choisir quels sont les besoins de sécurité qu'on doit baser sur. Par exemple, quels sont ont besoin de disponibilité. Quelle est la disponibilité? C'est-à-dire, c'est une étape beaucoup plus de décider sur la gravité, beaucoup plus. Si on parle de la disponibilité, on parle par exemple de la confidentialité des données, on peut noter de 0 à 4. 0 données publiques, 1 données secrètes, 2 données à accès limité, 3 données confidentielles par exemple, et 4 données top secret, etc. Donc on peut donner des classifications, ou bien pour chacun des objectifs visés, on doit donner une certaine gravité. À base de la gravité des besoins, on peut décider sur l'impact majeur, ou bien quel est, comme on a parlé dans la vidéo précédente sur la charte des risques, quelle est la valeur de gravité maximale à accepter. Et ainsi, toutes ces décisions doivent être justifiées dans un document, dans un rapport. Donc l'équipe de sécurité, ou bien l'équipe qui effectue cette étape-là,
Généralement, c'est l'équipe de sécurité qui doit justifier son choix. Dans l'étape étude des menaces qui est en parallèle avec l'étape d'identification des objectifs de sécurité, donc elle utilise les ressources, ou bien selon les ressources utilisées, ou bien reportées dans l'étape étude de contexte, il faut décrire quelles sont les vulnérabilités et les menaces possibles. On revient peut-être rapidement sur un rappel sur les menaces et vulnérabilités. Donc on a dit les menaces, ce sont des défauts dans l'environnement du système d'information, et les vulnérabilités, c'est des défauts du système d'information lui-même. Donc si on parle de l'organisation, par exemple, du serveur de l'organisation, en termes d'organisation, les erreurs ou bien les défauts qui existent dans le serveur sont classés comme vulnérabilité. Mais ici, on parle du site web lui-même. Donc, les erreurs du serveur sont considérées comme des menaces. Donc, c'est à base de ressources en fait décidées. Si on parle par exemple dans un PFE des étudiants qui développent les applications mobiles, quelle est la configuration minimale requise pour assurer le bon fonctionnement de l'application? Et est-ce que, selon par exemple le marché algérien, est-ce que cette configuration est peut-être assurée par l'organisation, ou bien que les employeurs peuvent l'avoir facilement chez eux? Ces menaces sont exprimées selon leur type de menace, leur cause et un niveau potentiel de gravité. Si cette menace a été exploitée, quelle est la perte qu'on peut avoir? Le résultat final est aussi une autre partie ou bien un autre rapport qui décrit quelles sont les menaces possibles classées par leur criticité. C'est tout ce qu'on va voir dans l'exemple. Ou bien la quatrième étape, c'est l'identification des objectifs de sécurité. Elle est appelée aussi étude du scénario redouté. Elle permet de regrouper les objectifs ou bien les besoins de sécurité exprimés, l'étude de contexte et l'étude des menaces possibles pour déterminer quels sont les scénarios qui peuvent compromettre la sécurité, ou bien qui peuvent compromettre l'un ou bien plusieurs objectifs de sécurité. À partir de ce regroupement-là et la liaison des différentes menaces et les besoins de sécurité correspondantes, on peut décider, ou bien l'équipe ici peut décider quelle est la gravité de ce qu'on appelle le risque, c'est-à-dire identifier quel est le risque possible. C'est ce qu'on a défini dans la vidéo précédente, le risque comme la possibilité d'exploiter les menaces, les vulnérabilités qui existent en fait et leur impact pour donner une valeur au risque. Ces risques sont classés par leur priorité. Donc, il y aura un classement des risques pour définir quels sont les risques qu'on doit prendre en considération et quels sont les risques qu'on peut les négliger ou bien qu'on peut les laisser passer. Le résultat de cette étape, généralement, c'est un document qui est appelé FEROS, ou bien fiche d'expression rationnelle des objectifs de sécurité. Je m'excuse pour l'erreur, c'est fiche d'expression rationnelle et non pas irrationnelle. Des objectifs de sécurité formalisant les différents scénarios et leur criticité. La dernière étape, c'est l'identification des exigences de sécurité. C'est là où on peut dire qu'on va conclure notre méthode, qu'on va conclure notre travail par un rapport en fait qui contient quelles sont les règles de sécurité à appliquer dans le système. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est le rapport qui doit passer à l'étape de réalisation et développement afin de développer ou bien intégrer les solutions qui existent. Donc il permet de présenter les règles générales de sécurité à utiliser pour assurer
les objectifs déterminés dans l'étape précédente. Dans cette étape, on doit baser sur les différentes références nationales et internationales qui existent. Nationales comme en Algérie, je vous montre ici, il y a un référentiel qui a été publié en 2016. C'est le référentiel de sécurité informatique en Algérie par le ministère voilà, de la Poste et des Technologies de l'Information. Donc, pour comment gérer la sécurité, c'est un référentiel qui contient des recommandations comment gérer la sécurité dans une entreprise algérienne. On commence par la gestion des actifs, la gestion de sécurité de l'utilisateur final, la sécurisation des réseaux, tout ce qui concerne le mailing, etc. La sécurité des systèmes, la sécurité physique, la sécurité des matériaux, la sécurité en fait en termes de gestion des incidents, etc. La gestion des risques et reprises après incident sur les rapports de reprise après sinistre, etc. Donc, on a un référentiel national. Par exemple, en termes internationaux, il y a les normes ISO 27000, la famille des normes ISO 27000, dont certaines d'elles sont payantes et d'autres sont gratuites, mais le plus important, c'est le 27001 pour le management de la sécurité des systèmes d'information, le 27005 qu'on doit l'utiliser durant l'élaboration de la gestion des risques ou bien de l'analyse des risques. C'est une norme qui permet le guide d'analyse des risques et de la gestion des risques. Il y a le 1548, il y a le 9001, le 9000. Par exemple, pour ceux qui utilisent des comptes en ligne, par exemple, surtout beaucoup plus sur les données qui contiennent des informations privées, comme les cabinets médicaux, comme les domaines d'éducation, comme même des bases de données qui contiennent les clients d'une entreprise. Donc, on doit se baser sur l'ISO 29001 sur la gestion de la gestion, oui, de la vie privée. Donc ça, c'est un exemple, c'est un rapport de 28 pages qui exprime la norme ISO 29001. C'est un document officiel de l'entreprise ISO-IEC ou bien l'association ISO. Donc, il contient beaucoup, quels sont les symboles et abréviations qui sont utilisés dans ça. PII, c'est pour dire Personal Information Identification Information, etc. Donc, c'est des normes qu'on doit les utiliser, qu'on doit l'utiliser comme des références, comme pour les étudiants peut-être qui comprennent ça, comme une bibliographie à citer dans nos rapports pour justifier le choix de l'exigence de la sécurité, ou bien de l'exigence, oui, ou bien de la règle de sécurité identifiée. Bien sûr, comme méthode EBIOS, comme j'ai dit avant, comme toute méthode d'analyse du risque, comme Mehari, Marion, CRAM, etc., sont tous des méthodes qui ne sont pas des méthodes de sécurisation. On a dit que la méthode EBIOS est une méthode qui est utilisée durant la phase conception. Donc, c'est une méthode beaucoup plus de prise de décision sur les règles et le choix des règles de sécurité et des mesures utilisées de sécurité à prendre en considération et qui doit être toujours mise à jour pour de potentielles vulnérabilités, de potentielles activités. On peut baser par exemple si on a décidé, on ne sait pas, si on a décidé d'utiliser par exemple dans les ressources ici, on peut baser sur ça. Dans les ressources, en termes de ressources logicielles, on a décidé d'utiliser le SGBD Oracle. Oracle, en fait, on peut baser sur ça. Il y a un site web que je vais faire un petit rappel que j'ai parlé sur l'introduction des attaques informatiques, aux attaques informatiques, sur CVE Details. Donc, si on utilise par exemple le SGBD Oracle, je vais choisir un produit un peu plus spécifié, Oracle Database, le 11G par exemple.
Donc, on peut avoir pour le 11G quelles sont les différentes. Il y a 14 vulnérabilités qui ont été reportées et corrigées. On peut baser sur même la documentation officielle d'Oracle, parce que si en parlant d'Oracle, en parlant dans l'expression de besoin ou de confidentialité, donc dans l'identification des objectifs ou bien le choix de techniques, on parle d'utilisation de cryptographie. Oracle lui-même contient des bibliographies de cryptographie. Maintenant, reste le choix. Est-ce qu'on doit chiffrer la donnée avant de l'ajouter au SGBT Oracle ou bien durant l'insertion, on doit la chiffrer en utilisant les algorithmes qui existent dans Oracle. C'est ça l'idée d'analyse de risque, c'est ça l'idée qui permet de nous guider en fait sur l'analyse des risques. Donc, la sécurité d'un tel système doit être prise en compte dans toutes les étapes, comme on a dit avant, en suivant le schéma suivant en général, comme la méthode EBIOS. Donc, elle fait partie de l'étape pleine, de l'étape de décider le plan de sécurité. On peut dire que décider le plan de sécurité. Après l'exécution du plan de sécurité, après l'implémentation, la réalisation, la configuration des outils de sécurité, on doit exprimer toujours une étape de vérification, de check sur le niveau de sécurité. Peut-être qu'un outil qu'on utilise, considéré, je vais revenir à je vais revenir au site. Je vais choisir, par exemple, sur ceux qui développent une application mobile. On voit par exemple qu'il y a en 2019 déjà 414 différentes vulnérabilités. Si je choisis 2019 lui-même, il y a jusqu'à mois de septembre. Oui, il y a jusqu'à le mois de septembre d'autres vulnérabilités qui ont été découvertes. Donc, dans ce cas, il faut toujours faire une vérification. Peut-être qu'une nouvelle vulnérabilité est détectée dans l'un des outils ou bien l'un des algorithmes qu'on utilise. Pour cela, on doit faire une actualisation ou bien une mise à jour de la sécurité tout en mettant à jour le plan de sécurité à utiliser, c'est-à-dire tout en effectuant à nouveau une analyse du risque. C'est pour cela qu'au début, dans la définition, on a dit que EBIOS peut être appliqué sur un système à concevoir ou bien un système qui existe déjà. Donc, en passant à un exemple très populaire qui existe partout dans le web, c'est une boîte ou bien un bureau d'études qui est appelé Archimède, un bureau qui permet l'exploitation des plans, etc. Donc, c'est un exemple très populaire. Je vais le montrer. Je pense que je l'ai supprimé. Alors, pas de souci, on peut le trouver ici. EBIOS Archimède. Donc le voilà, c'est un rapport de 64 pages en fait. Il y a une présentation générale de l'entreprise, de l'organisation, du système d'information lui-même. Dans ce cas, dans cet exemple en fait, il va étudier le système d'information, la gestion informatique du Archimède. C'est-à-dire en ce qui concerne la base de données des clients, en ce qui concerne les employeurs, les rapports qui existent, etc. Donc, il y a toute une étude de risque qui s'est portée sur les différentes étapes des BIOS, étude de contexte, étude des événements redoutés, des scénarios de menaces, les risques possibles et étude des mesures de sécurité. Il y a plein de détails ici sur les choix, sur les choix, etc., sur les règles, sur les mesures choisises, pardon. Mais ce qu'on base sur beaucoup plus pour voir le résultat final, on n'a pas le temps à détailler tout ça, c'est le livrable.
c'est le résultat de cette analyse. Donc, je vais partir à la page 55 pour voir quelle est l'importance. Tous ces tableaux-là sont effectués généralement. En fait, oui, il y a une note que j'ai oublié à parler sur, c'est que la méthode EBIOS, avant 2010, il y avait un logiciel gratuit dans le web. Expérimentons bien, utilisons la méthode EBIOS. C'est juste un petit logiciel que vous pouvez l'utiliser facilement et exporter le rapport. À partir de 2010, ils ont arrêté d'utiliser ce logiciel-là, mais beaucoup plus. Comme toute autre méthode de gestion du risque, EBIOS a été effectué à travers Excel. C'est juste le logiciel Excel et les macros visuels basiques. Donc, en commençant par le note de cadrage qu'on a parlé, le livrable ou bien résultat de la première étape, la note de cadrage. Donc, elle cite qui sont les différents acteurs et leur rôle dans chacune des activités des BIOS qui va être effectuée. Donc, définir l'activité 1 et 1.1, 1.2, 1.3. Dans l'étude de contexte, on trouve que le directeur peut identifier les biens autant qu'un acteur d'approbation. On trouve par exemple directeur adjoint en tant que réalisateur de cette étape, c'est-à-dire l'un des acteurs qui vont rédiger la note de cadrage. On trouve que la comité de suivi, par exemple, en tant que consultant, en tant qu'un évaluateur plus ou moins, et les autres comme le secrétariat, service commercial, etc. C'est tous des composantes de l'organisation Archimède qui vont participer en tant qu'entité informationnelle. Puis, en passant à la deuxième étape, il y a une seule activité, c'est apprécier les événements redoutés ou bien définir les objectifs de sécurité. On trouve d'autres acteurs comme généralement un réalisateur et les autres c'est des consultants avec des informations. Donc, quelles sont les références utilisées ici? Par exemple, utiliser les bases génériques comme comme par exemple les normes internationales, les lois qui existent dans le pays, etc. Quelles sont les ressources estimées en heures par jour, c'est-à-dire combien de temps va prendre par jour et quelle est la durée en 2 jours. Généralement, toutes les tâches en 2 jours, à part quelques tâches en 3 ou bien une seule journée. Il y a d'autres comme la troisième étape, l'étape d'étude de menaces aussi, l'étape d'appréciation des risques ou bien classification des risques, identification des objectifs. Finalement, formaliser quelles sont les mesures de sécurité et les règles de sécurité. Une deuxième table, bien une deuxième partie pour définir le périmètre d'étude. Ils ont utilisé tout simplement le diagramme de cas d'utilisation de cette entreprise-là, le diagramme général, ou bien en fait diagramme de contexte beaucoup plus. Le diagramme de contexte qui définit quels sont les grands domaines de cette organisation et quels sont les domaines qui sont encadrés en rouge ou bien ce qui représente le périmètre d'étude dans notre cas ici. Donc, on aura besoin de la gestion des relations commerciales, gestion des sites web et gestion des études. À partir de cela, ils ont défini quels sont les enjeux qui vont être étudiés, favoriser l'ouverture du système, démontrer la capacité du cabinet, améliorer les services rendus, etc. C'est les enjeux majeurs qu'on doit, ou bien que cette équipe doit les étudier pour assurer une analyse de risque. Quelles sont les contradictions relatives en fait au personnel qui utilise l'informatique, aux responsables informatiques, au personnel de nettoyage, les femmes de ménage, etc. À la réception, quel est l'ordre, c'est-à-dire les contraintes générales de cette entreprise. Et pour ces contraintes, pour ces enjeux, pour ces ressources-là, quelles sont les sources de menaces? On peut avoir un virus, par exemple. On peut avoir un pirate
ou bien un pirate ou un script qui dit ce qu'on a défini dans la vidéo d'introduction aux attaques. Un employé peu sérieux, est-ce qu'il est administrateur ou non, un client, etc. À partir de cela, on peut définir quels sont les critères de sécurité. On parle de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité. Et pour chacun des critères, il définit dans les tableaux suivants quelles sont les échelles d'évaluation qu'on peut baser sur. Par exemple, parlons de la disponibilité, on parle de la disponibilité du bien, quel que soit le serveur, l'employeur, le client, etc., de plus de 72 heures. Donc, un bien essentiel peut être indisponible plus de 72 heures, entre 24 heures et 72 heures, jusqu'à moins de 4 heures. Donc, c'est des échelles avec des descriptions. Et d'autres, par exemple, échelles en termes d'intégrité. Est-ce qu'une intégrité détectable, une intégrité maîtrisée ou bien intègre? Ces échelles-là qui vont après être exprimées en termes de gravité. On dit par exemple 0 c'est la disponibilité de plus de 72 heures. 4 c'est moins de 4 heures, etc. En termes de confidentialité, c'est public 0, limité 1, réservé 2 et privé 3. Donc ici, ils ont défini quelles sont l'échelle suivante sera utilisée pour estimer la gravité des événements redoutés. Donc un événement ou bien un scénario suspect de gravité 1, c'est un scénario qui va être négligé, qu'on peut le laisser passer. Par contre, un scénario suspect de l'échelle 3 ou 4, on doit prendre en considération. Donc, dans le cas négligeable, l'entreprise ou l'organisation surmontera si les impacts sans aucune difficulté. Par contre, dans l'échelle 4, l'organisation ne doit en aucun cas laisser passer les impacts c'est-à-dire sans aucune difficulté. Puis ils ont continué on est toujours dans la première étape, on n'a pas encore terminé l'étude de contexte, et l'échelle suivante sera utilisée pour estimer la vraisemblance des scénarios, des menaces. Donc, c'est les menaces redoutées ou bien les scénarios de menaces, une menace minime, une menace significative, forte et maximale, et à la fin, quels sont les critères de gestion des risques retenus? C'est l'expression de besoin. En termes d'expression de besoin, il y a des besoins de sécurité des biens essentiels sont exprimés. L'estimation des événements redoutés. Et pour chacune, l'évaluation par exemple des risques. Il y a les risques dont la gravité est critique et ceux dont la gravité est importante. Et la vraisemblance forte au maximal sont jugés comme intolérables, c'est-à-dire tout risque qui va être déduit comme intolérable doit avoir une gravité importante et une vraisemblance forte au maximal. Et plus d'autres, c'est-à-dire comme par exemple les risques qui ont la gravité importante et vraisemblance significative doit être réduit. Les autres risques sont jugés comme négligeables, etc. Donc, à la fin, ce tableau-là présente, comme on a dit, les biens utilisés et les biens essentiels. Dans chacune des étapes ou bien chacune des tâches, chacune des processus métiers de l'organisation. Le système de réseau interne, l'organisation du cabinet, les locaux de cabinet, le système de sous-réseau Ethernet, etc. Finalement, le deuxième document, c'est les notes de stratégie. Les notes de stratégie, il va l'arborer dans l'étape 4, généralement. C'est l'étape de identification des exigences de sécurité. Donc, pour chacun, ou bien pour chacune des gravités,
et chacune des vraisemblances, c'est-à-dire les risques classés par rapport à la gravité de la menace et la vraisemblance, en fait la gravité, pardon, du scénario redouté et la vraisemblance de la menace. Donc il y a des risques liés, tout ce qui est critique et significatif et dangereux, tout ce qui est maximal, de vraisemblance maximale mais d'une gravité négligeable peut être en fait négligé. Tout ce qui est d'une vraisemblance significative et une gravité limitée peut être aussi négligé, comme les risques liés à l'indisponibilité de devis au-delà de 62 heures, on peut le négliger, comme le risque lié à l'indisponibilité de plan ou de calcul de structure au-delà de 72 heures, on peut le négliger, mais par contre, les risques liés à l'altération des plans ou de calcul, c'est-à-dire les plans de calcul, des plans des maisons ou bien des plans que les architectes ont dessinés ou bien les calculs de structure, s'il y a un retard par exemple de 62 heures ou plus sur ces plans-là, on peut le négliger. Mais par contre, s'il y a une altération, s'il y a une modification des plans, ça c'est un risque qu'on doit l'éviter carrément. C'est signalé en rouge. Par contre, l'altération du contenu du site internet, sans pouvoir la détecter, c'est un risque qu'on doit le réduire. On doit, à un certain degré, on doit l'éviter en fait. Ou bien au moins garder une traçabilité généralement sur ça, sur les risques qui sont significatifs. On doit, pardon, on doit au moins garder une traçabilité des modifications ou bien des altérations qui sont faites sur le contenu du site pour mieux tracer quelle est l'erreur va passer ou bien où est l'erreur. Ils ont continué par traitement des risques. Comme on remarque ici, ils ont détecté qu'il y a 6 risques, donc 4 risques à éviter carrément et 2 autres risques à réduire. Par contre, les autres risques sont des risques qu'on peut les éviter, ou qu'on peut en fait les laisser passer, qu'on peut les négliger, qu'on peut, c'est-à-dire pas prendre en considération pour les sécuriser. À la fin, dans la dernière étape, la définition ou bien l'identification, pardon, des règles de sécurité, ils ont écrit la politique ou bien ils ont rédigé la politique de sécurité de l'information qui contient pour chacun des termes quelles sont les règles de sécurité appliquées. Ici, par exemple, on peut parler des parties tierces. Il y a la règle qui dit les visiteurs dans les locaux doivent être systématiquement accompagnés. C'est-à-dire si on trouve qu'un client ou bien si le dirigeant de l'entreprise Archimède trouve au futur un client qui tourne tout seul ou bien qui reste tout seul dans l'un des bureaux ou bien l'un des cabinets de l'entreprise, cela est considéré comme un compromis de sécurité ou bien une tentative de compromis de sécurité. Il doit être par la suite traité, ce cas-là. Les visiteurs doivent être systématiquement enregistrés à la rentrée. C'est ce que vous trouverez généralement dans la plupart des entreprises. À la rentrée, vous laissez généralement une pièce d'identité ou bien le permis de conduire pour vous permettre de laisser votre voiture à l'intérieur. Un engagement aussi de confidentialité doit être signé par les contrats, les clients, la maintenance, le personnel de nettoyage et les partenaires. C'est-à-dire chaque nouveau recruté, chaque client, chaque fournisseur, chaque partie tierce de l'organisation doit signer un engagement de confidentialité avant de lancer ses travaux avec l'entreprise Archimède, etc. Donc, classification des informations, les besoins de confidentialité des documents électroniques
lié au devis doit être marqué pour garder la traçabilité contre la modification. Les besoins de confidentialité des documents papier liés à la sécurité de l'information doivent être marqués aussi, c'est-à-dire doit être existe et référencé dans l'entreprise. C'est-à-dire il faut éviter le mot en cas d'incident de la sécurité. Il faut prendre en considération, comme ici, la gestion des vulnérabilités techniques, c'est-à-dire il faut éviter le mot de dire on ne sait rien pourquoi il s'est passé cet incident-là. Donc la gestion par exemple des vulnérabilités techniques, il faut gérer les vulnérabilités des serveurs. S'il y a des ordinateurs Windows XP, il faut les gérer, des ordinateurs Mac OS, il faut les gérer, etc. C'est-à-dire il faut prendre en considération les vulnérabilités du système d'exploitation pour sécuriser l'entreprise. Donc, ce qu'on remarque en fait ensemble ici, c'est que à la fin, il y a une politique de sécurité, il y a un ensemble de règles. Mais ces règles-là ne définissent pas comment on peut corriger l'erreur. C'est ça, c'est pourquoi on a dit ici, c'est pourquoi on a dit dans notre présentation que la méthode EBIOS est une méthode de prise de décision pour le choix de mesures et non pas une méthode de sécurisation. Et c'est ça ce qui montre la différence. Donc, comme on a dit ici, dans la partie tierce, les visiteurs doivent être accompagnés. Si on trouve un visiteur non accompagné, ça reste sur l'administration qui décidera, ou bien sur la partie implémentation de sécurité qui décidera comment on peut corriger cette erreur-là. Donc, on définit seulement les règles de sécurité à respecter. Bien sûr, je vais vous donner quelques conseils, autant qu'étudiant de la... Généralement, les étudiants en fin de cycle, dans leur mémoire de fin d'études, par exemple, vous développez un site web. Donc, même ceux qui font leur stage dans une entreprise, s'ils développent des sites web, leur système d'information, c'est le site web. Généralement, ils n'ont pas vraiment l'accès au serveur, ou bien même des accès limités au serveur, etc. Donc, les informations concernant le matériel, etc., comme ressources ici, vous parlez de SGBD si vous utilisez des comptes, des bases de données. Vous parlez des sites web, de votre site web. Qu'est-ce qu'il serait ou bien quel est le langage utilisé, quel est le framework utilisé, quelles sont les vulnérabilités du framework de développement WordPress, ou bien on peut la voir ici, pardon, oui, alors WordPress, il y a beaucoup d'articles de WordPress ces derniers temps sur les vulnérabilités, surtout beaucoup plus XSS et SQL injection. Donc vous remarquez ici qu'il y a une totalité de 294. Donc il faut prendre en considération ces trucs-là pour mieux assurer votre système d'information. Pour faire une analyse de risque, c'est beaucoup plus, c'est des ressources logicielles et personnelles. Généralement les ressources réseau, les ressources matérielles beaucoup plus, c'est pour les étudiants qui développent des applications mobiles. Comme j'ai dit avant, quelle est la configuration minimale du smartphone pour assurer le fonctionnement normal. Si votre application mobile, par exemple, stocke des données dans le téléphone, quelle est la capacité, jusqu'à quel point on peut permettre le stockage. Sinon, si le stockage du téléphone il est plein, comment on peut corriger ça? Donc, c'est différents scénarios que vous pouvez imaginer. Bien sûr, on a parlé à la fin de ce schéma-là. Pourquoi? Parce que tout simplement aussi l'une des inconvénients ou bien l'une des difficultés majeures de la gestion des risques, c'est est-ce qu'on peut imaginer tous les scénarios possibles et est-ce qu'on peut évaluer correctement tous les scénarios redoutés possibles. Ça, c'est carrément impossible. Donc, il faut toujours rester à jour. Donc sur cela, on se termine avec cette méthode-là. Et je vous souhaite une bonne chance. Je vous vois dans des prochaines vidéos, Inch'Allah. Salam alaikum.